Voilà pour le rappel des titres sur CNews et sur Europe 1. Un mot du pouvoir d'achat, évidemment, avec toujours cette question du carburant. Les prix sont remontés au-dessus de la barre symbolique des 2 € cette semaine. Heureusement, il y a le 1er avril, ce n'est pas une blague. C'est ce jour-là que le gouvernement a promis une petite remise de 15 à 18 centimes par litre. Du coup, à Franconville, eh bien, les automobilistes, comme nous le raconte Solène Bolan, sont impatients d'arriver à cette date. Solène. Oui Laurence, vous le voyez derrière moi, plusieurs files de voitures attendent ici à la station-service de Franconville pour remplir leur réservoir. Ici, les tarifs sont déjà remisés de 18 centimes, soit 1,99 € par litre pour le samplon 95, un peu plus de 2 € par litre concernant le diesel. Et pourtant, les automobilistes n'y voient aucune différence. Beaucoup restent estomaqués par les prix. J'ai discuté tout à l'heure d'ailleurs avec un chauffeur VTC qui m'expliquait qu'il n'ose plus tourner en ville à la recherche de clients et que cela se répercute évidemment sur son chiffre d'affaires. À la pompe également, un électricien qui se déplace chaque jour chez ses clients et qui a vu le coût de ses interventions en termes de carburant doubler ces derniers mois. Vous l'avez compris, malgré cette ristourne, ce coup de pouce du gouvernement, la facture reste salée pour les automobilistes. Ils sont tous unanimes, leur budget essence a explosé ces derniers mois. Merci beaucoup Solène Bolan pour ces explications. Alexandre Devecchio, la flambée des prix du carburant, cette aide accordée par le gouvernement, ça va un peu calmer le jeu, mais très temporairement. On va pas se mentir. Très temporairement, et on voit bien que le gouvernement n'a pas de réponse, je dirais, massive, parce que il veut rien faire de définitif, parce qu'il se dit que probablement les prix vont continuer à augmenter, et que dès qu'il fera une concession, il faudra en faire une deuxième. Mais c'est un problème qui sera devant lui et qui peut laisser penser que la France va être vraiment difficile à gouverner après les élections. Les Gilets jaunes, c'était déjà un cocktail de la question du pouvoir d'achat. Ça avait commencé sur le prix de l'essence et de sentiments de dépossession démocratique, de ne pas être entendu. On pourrait avoir exactement le même cocktail, mais puissance 10. Et voilà, ça rappelle à l'élite dirigeante qui a une France invisible, qui prend tous les jours sa voiture pour aller travailler, qui chauffe sa maison au fioul, et que la France ne se réduit pas aux grandes métropoles où on va au boulot à vélo. Jean Garrigue. Oui, l'essence, c'est comme le blé au moment de l'Ancien Régime, à l'orée de la Révolution française. C'est explosif à tous les sens du terme. Donc, effectivement, il y a une France invisible qui vraisemblablement va beaucoup s'abstenir au moment de l'élection présidentielle. Il est à souhaiter qu'elle s'abstienne pas, qu'elle trouve des débouchés politiques à ses aspirations. Ça n'avait pas été le cas au moment des Gilets jaunes. L'offre est là, mais la défiance, elle l'est aussi. Et la défiance est plus grave que la perception de cette offre. Et c'est ça le problème. Et donc, si vous ne trouvez pas dans les mécanismes habituels de l'expression politique de quoi satisfaire vos revendications, vous allez forcément dans la rue. Et donc, il y aura à un moment, il y aura de toute manière des manifestations. Est-ce qu'il y aura une explosion sociale ? Personne ne peut le dire. Mais l'inflation va s'installer durablement. Et effectivement, le cocktail inflation plus frustration démocratique, ça peut faire des dégâts. Vincent Herouette. C'est vrai que cette dissidence, pourrait-on dire, démocratique, avec l'abstention massive, avec le vote pour les ultras et... pourtant germe toutes sortes de fractures est très inquiétante. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est que vous avez la semaine dernière en Corse une zoubia invraisemblable avec des scènes d'émeutes, en tout cas une sorte de guéguerilla urbaine. Tous ces gens jouent à la guerre, mais n'ont aucune idée de ce que ça peut être la vraie guerre. En tout cas, ils y jouaient. Et il y a eu beaucoup de policiers blessés. Oui. Vous avez là maintenant, depuis 3 jours, donc... pareil, bis repetita, on fait flamber les feux, on tire des feux d'artifice à Sevran. Et vous avez, face à ça, une espèce de silence des pouvoirs publics, ou pour ne pas dire une démission, parce que le mot autonomie qui ressort en Corse donne l'impression vraiment d'avoir été lâché comme ça, comme on lâche en race campagne à l'heure pour être débarrassé d'un problème, alors qu'on ne fait que créer un autre problème. La paix ne s'achète pas, ou alors c'est de plus en plus cher. Et donc, je ne sais pas s'il y aura de nouveaux gilets jaunes, ou s'ils prendront une autre couleur ou une autre forme, mais en tout cas, ils savent une chose, c'est que la violence, en France, désormais, c'est ça ce qui paye. C'est pas le militantisme dans les partis politiques,
c'est la violence urbaine. Et ça, c'est un signal, Stanislas Godon, qui est désastreux pour les policiers qui sont en première ligne. Désastreux, et puis vous faisiez référence notamment aux émeutes en Corse. Je rappelle, on a quasiment 100 collègues blessés, et une polémique qui est née parce que des policiers chantaient à la Marseillaise pendant leur jour de repos. Là, j'avoue que c'est surréaliste, surréaliste. Et en fait, on allume des incendies avec rien aujourd'hui, par le biais des réseaux, par le biais des fake news, et en fait, au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ultraviolence qui s'exprime dans la rue avec des cocktails Molotov, des engins incendiaires artisanaux qui ont été jetés sur les collègues, notamment les collègues CRS, et qui n'étaient pas des feux d'artifice, croyez-moi. Là, c'était de vrais engins pour faire mal, pour tuer. D'accord. Donc, Alexandre Devecchio, effectivement, il y a un climat inflammable où qu'on en regarde dans la société française. Oui, tout à fait. On a une France, celui qui a bien montré ça, c'est Jérôme Fourquet avec l'archipel français. On l'a vu à Sevran avec une France qui fait sécession, mais une France invisible qui fait sécession de manière moins violente, beaucoup plus pacifique, mais qui peut s'enflammer sur fond de mouvements sociaux type les Gilets jaunes. Donc on va une France très difficile à gouverner. Maintenant, quelles sont les solutions? Je pense que le gouvernement hésite à, je le disais, à baisser d'un coup les taxes, mais je pense qu'il n'aura pas le choix à un moment ou à un autre, parce qu'on nous parle beaucoup de la dette. En même temps, l'inflation permet de rogner une partie de la dette. On a vu que le quoi qu'il en coûte fonctionnait bien, donc il y a la crainte de la hausse des taux, mais enfin ça fait des années maintenant qu'on nous en parle. C'était déjà le cas au moment de la crise financière de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'ils ne monteront pas, parce que sinon ce serait une explosion complète du système. Donc je pense qu'il faut se résoudre. Il n'y a qu'une seule solution, c'est aller chercher la croissance. Généralement, quand il y a de l'inflation, il faut que les salaires augmentent en même temps, et puis il faut continuer sur une politique de croissance pour pas qu'il y ait un impact sur le chômage. Donc je pense que c'est la solution, et que la question de la dette, on a vu, elle a été balayée au moment des Gilets jaunes, elle a été balayée au moment de la pandémie. Je pense qu'elle a été balayée, qu'elle sera balayée une nouvelle fois. Et là, ça interroge sur le logiciel politique qui a dominé ces 30 dernières années. C'était la question centrale pour les partis de gouvernement qui voulaient vraiment faire des politiques de rigueur, de bonne gestion. Est-ce que ça a été des politiques de bonne gestion au final? Je ne sais pas. Un dernier mot, Jean Garrigue, pour conclure. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que profondément, ce que nous a montré notamment la crise pandémique et maintenant cette crise liée à l'Ukraine, c'est comment il faut reconstruire l'État-providence. C'est-à-dire le rôle de l'État protecteur, comment il faut le redéfinir par rapport à toutes les nouvelles contraintes, la mondialisation. Mais c'est ça qui doit être le fil conducteur. C'est peut-être contradictoire avec cette phase libérale qu'on a connue depuis 30 ans, mais aujourd'hui, la protection des citoyens à tous les niveaux, l'insécurité culturelle, l'insécurité sociale, l'insécurité identitaire, c'est quelque chose qui nécessite l'intervention de l'État. Et tout, évidemment, sur tous les champs que vous venez de citer. Sur tous les champs, la sécurité. Et en ayant renforcé d'abord les policiers, parce que ce sont eux, encore une fois, les garants de notre équilibre institutionnel. Et oui, alors c'est vrai qu'on a une loi d'orientation et de programmation qui est venue, je dirais, de manière assez inattendue. Et au dernier moment, mais bon, elle est là. Elle est là, donc en tout cas, évidemment, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre pour les policiers, mais attention, ne nous arrêtons pas là. Il faudra toujours progresser, toujours s'adapter par rapport aux besoins des policiers et face à la délinquance qui est de plus en plus grandissante. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant pour les débats de Punchline sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.